quel est votre panthéon littéraire? Qu'avez-vous choisi pour nous? Alors mon panthéon littéraire, dont je repousse les murs régulièrement, même si on peut faire entrer beaucoup de fantômes dans un petit espace, j'ai envie de l'évoquer de manière chronologique, même sans faire tout, parce que il y a trop de monde, hein, ça se bouscule vraiment. Mais ça commence avec Enid Blyton, l'auteur du Club des Cinq, qui m'a beaucoup marqué, au point d'ailleurs que j'ai écrit un livre sur elle, qui est un personnage assez pittoresque, qui a été la reine du roman pour enfants pendant très très longtemps, avant de sombrer dans la démence la plus totale à la fin de sa vie. Simultanément, j'ai découvert Agatha Christie, que je considère presque comme un auteur pour enfants, parce que j'ai lu mon premier Agatha Christie à 9 ans, et je persiste à penser que c'est une lecture absolument idéale pour des gens très jeunes. Ça ouvre, ça donne envie de lire. Parce qu'Agatha Christie n'était pas une styliste, pour moi c'est une écrivaine de très grand talent, qui l'a prouvé en étant à la tête d'une œuvre qui continue à se vendre de manière absolument invraisemblable. Je crois qu'elle a vendu plus de 2,5 milliards d'exemplaires de ses livres. Elle n'avait pas imaginé ça du tout, parce qu'elle écrivait simplement, c'est une conteuse, c'était une petite fille qui s'est mise à raconter des histoires criminelles. Bon, alors, j'ai pas lu que de la littérature considérée souvent comme le mauvais genre, c'est-à-dire la littérature facile, fiction, roman d'aventure. Et alors là, je pourrais citer aussi des titres, des gens, même si dans les gens que j'ai aimés très vite, on trouve des gens comme Stevenson qui sont considérés comme des très grands écrivains. Mais je suis passé assez vite à des auteurs, notamment anglais, surtout même anglais ou américains, mais surtout anglais, considérés, eux, alors là, peut-être beaucoup plus comme des écrivains, des vraies pointures. Je crois que j'ai lu un premier roman de Virginia Woolf à 15 ans. Pourtant, c'était assez aride comme littérature, mais j'étais fasciné je crois que c'était Mrs. Dalloway, par ce premier roman d'elle. Du coup, j'ai voulu en savoir plus, parce que j'ai tout de suite été assez fétichiste d'écrivain. Mrs. Dalloway à 15 ans, c'est bien. Hein. Oui, mais j'ai pas honte de le dire. Ah non, au contraire, au contraire. Non, mais je plaisante. Mais non, mais on aborde les auteurs, parce que quand on découvre un livre, on tombe sur un livre, on le lit, quoi. Il vous appelle, en fait. Et tant que voilà, et tant qu'on arrive à déchiffrer, c'est pas un problème. Effectivement, vu de maintenant, j'ai un avis totalement autre. C'est-à-dire que je considère que Virginia Woolf est une femme assez méchante, en fait, parce que j'ai lu son journal intime, qui a été assez méprisante. C'était vraiment une intellectuelle un peu difficile, mais avec un talent immense. Mais j'ai voulu justement, après avoir commencé à lire des romans, d'autres plus faciles d'ailleurs d'accès quand même que Mrs. Dalloway, j'ai lu son journal. Quelqu'un avait la bonne idée de découper dans son journal tout ce qui avait trait à la littérature. Donc il y a eu une publication du journal littéraire de Virginia Woolf. Je crois que c'est Germaine Beaumont, qui était une grande spécialiste de littérature anglaise, qui avait fait ça. Et là, du coup, je me suis beaucoup plu à découvrir ce qu'était l'univers d'une romancière anglaise, elle-même analyste de littérature, évoquant tout un tas d'auteurs qu'elle avait lus. Alors du coup, j'ai lu Henry James, parce que c'était un peu le maillon d'avant, et pas non plus un auteur extrêmement facile. J'ai commencé par les nouvelles, et puis après les romans, et puis je me suis même amusé à traduire quelques nouvelles de James quand j'avais 22-23 ans, ce qui n'était pas non plus très facile à faire, mais c'est bien de s'attaquer à des choses comme ça par moment. On commençait par le plus difficile, après on va vers les choses plus simples, et je pourrais vous en citer d'autres, mais c'est vrai que finalement... Henry James, un en particulier? Alors, il y en a un qui domine pour moi maintenant tout, parce que justement les choses se font dans un certain ordre au départ, puis après on modifie un peu l'ordre. Je suis un fan absolu de Chesterton, Gilbert Chesterton, écrivain, journaliste, poète anglais,
1936, qui a eu une œuvre parallèle à celle de Kipling, que j'aime aussi beaucoup, que James Barrie, l'auteur de Peter Pan, qui est aussi quelqu'un que j'aime énormément. Mais il se trouve que Chesterton, bon, j'ai écrit une biographie de lui, qui est la seule biographie française, parce que curieusement, en France, on aime beaucoup les idées. Les gens qui règnent un peu sur le royaume, la littérature, ont longtemps été un peu hostiles aux biographies, trouvant ça peut-être un peu trivial. Or, je trouve que pour certains personnages du monde littéraire, éviter la biographie, c'est une folie absolue. Donc j'ai eu envie d'écrire une biographie de lui parce que sa vie me passionnait complètement, que j'avais découvert à travers justement ses livres à lui, et puis ce que d'autres ont raconté sur lui. Je pense que j'ai un espèce de, je sais pas comment appeler ça, un corpus d'écrivains anglais de l'époque édouardienne, même si les victoriens aussi m'intéressent beaucoup, dont je suis devenu très familier, c'est-à-dire j'ai l'impression de les avoir connus, quoi, tous. Donc je vous citais Kipling, Barrie, dont j'ai écrit aussi une biographie, qui a été un dramaturge, mais aussi auteur de romans. On connaît uniquement Peter Pan parce que c'est devenu un incontournable chef-d'œuvre pour l'enfance, mais il a fait bien d'autres choses. Et sa vie aussi m'a complètement fasciné. Je ne peux pas dissocier la vie de ces gens de leur œuvre. Il y a des cas où c'est tellement évident, quoi, que l'œuvre d'un écrivain c'est une projection de sa vie, et que la vie explique complètement, quand on cherche à expliquer les choses, explique parfaitement leur parcours littéraire. Donc voilà, j'ai l'impression par moments d'être un peu naïf, d'être un naïf au milieu de gens beaucoup plus sérieux, pour qui ce qui compte c'est le texte. Moi je veux bien, mais il y a aussi avant, il y a le prétexte, et donc voilà. Et puis j'ai aimé aussi des tas d'auteurs qui ne sont pas anglais ou américains, parce que les Américains je n'en ai même pas cité, mais Mark Twain par exemple, un très grand écrivain, un peu oublié maintenant, enfin du moins moins lu sûrement qu'avant, mais il y a des monuments français. Je pensais à Jules Verne qui m'a marqué complètement, qui continue de me fasciner totalement aussi, que je lis, je relis même parfois. J'ai eu l'occasion de connaître des écrivains, certains un peu oubliés. Je pense à Claude Aveline par exemple, qui était un très bon écrivain. Bon, je ne peux même pas citer un titre parce que, à part des romans policiers, quelques romans policiers qu'il a fait, mais c'était un vrai écrivain qui a fait des choses très belles. Et dans le livre qui s'est le plus vendu ici, quand même, je peux en citer un, il a écrit le Code des jeux. C'est-à-dire qu'il a fait un best-seller qui était un livre qu'on trouvait en livre de poche, qui était un recueil de tous les jeux auxquels peuvent jouer les enfants. Extraordinaire. Et c'est absolument fantastique. Ouais. Alors, là, je vais faire donc un petit pont vers votre passion pour la bande dessinée, parce qu'on ne peut pas parler de vous sans parler de la bande dessinée. Comment êtes-vous venu à cette collaboration avec Floch en particulier, et cette œuvre extraordinaire qu'est la vôtre aussi dans ce domaine-là? Mon goût pour la bande dessinée est venu de manière concomitante avec mon goût pour la littérature, enfin pour la fiction. C'est-à-dire que j'ai lu, quand j'avais 9-10 ans, le moment qui a été crucial, un premier album qui était Le mystère de la Grande Pyramide de Edgar Jacobs, auteur de bande dessinée belge, qui travaillait pour le journal Tintin. J'ai lu les albums d'Hergé et d'autres, et d'ailleurs j'ai voulu rencontrer ces gens quand je suis arrivé à Paris à 20 ans, étant plus proche de Bruxelles que je ne l'étais avant dans ma province du Sud-Ouest. J'ai fait le voyage de Bruxelles pour rencontrer Hergé, que j'ai rencontré après souvent dans les années 70, dans ses studios, à une époque où il ne travaillait plus tellement et on pouvait parler avec lui pas mal. Et du coup m'est venue l'envie d'écrire des scénarios, tout ça. Enfin, c'est venu de manière, je dirais, naturelle, dans le sens où
même déjà dans les années 70, enfin, le métier de scénariste de bande dessinée n'était pas un vrai métier, hein, c'était pas non plus encore très reconnu, même s'il existait déjà des gens qui écrivaient. Euh, ce sont les dessinateurs qui étaient importants. Et il se trouve que j'ai rencontré par hasard, mais vraiment par hasard, un jeune étudiant aux Arts Déco qui s'appelait Floch et avec qui j'ai commencé à travailler. Mais c'est vrai que mais j'avais peut-être confusément envie de faire de la bande dessinée, mais franchement, il fallait vraiment une opportunité, c'est une rencontre. Parce que c'est vraiment un travail, quand on n'est pas soi-même dessinateur, c'est un travail d'équipe et qui est passionnant en fait. Euh, mais ce qui n'a pas réussi complètement à m'empêcher d'écrire par ailleurs, mais c'est vrai qu'il y a eu une espèce d'engouement pour la bande dessinée, enfin en tout cas, c'est pour vous, quelle différence d'approche dans votre travail de romancier, d'écrivain et de scénariste pour bande dessinée? Moi, je fais vraiment une distinction entre l'écriture d'un roman ou d'une biographie et l'écriture d'un scénario de bande dessinée, d'autant que la bande dessinée, comme il y a ce travail d'équipe, enfin de collaboration, ça ne se débute, enfin, ça n'est initié que à travers l'envie qu'on a de collaborer avec un dessinateur. C'est-à-dire qu'on s'adapte quand même au graphisme, même si le dessinateur lui-même est obligé un peu de se soumettre au scénario, même s'il y collabore, hein, en général c'est le cas. Donc de toute façon, ce sont des pratiques complètement différentes, et puis les sujets, les thèmes, enfin sont différents. En bande dessinée, on crée des personnages, on anime un personnage, Finalement, c'est presque un lien entre la littérature et le cinéma. On est presque sur le chemin d'un scénario presque visuel, cinématographique. Oui, donc on écrit un scénario de bande dessinée comme on peut écrire un scénario de film, hein, absolument. Et d'ailleurs, le cinéma lui-même, quand on est cinéphile, même cinéphile basique, on peut avoir des idées, enfin des idées de scénarios de bande dessinée qui peuvent naître comme ça très très bien de la fréquentation du cinéma. Enfin, tout se mélange un peu, de même que la littérature, hein, est marquée par le cinéma. Le découpage d'un roman peut ressembler au découpage d'une bande dessinée ou d'un film. Mais je trouve quand même qu'il y a une solitude, mais dans le bon sens, hein, du terme, une solitude de l'écriture d'un roman, d'une fiction qui est quand même très particulière. Enfin, sans parler du style, enfin, moi j'ai jamais trop cultivé l'écriture de manière très minutieuse, enfin très. Je pense qu'on subit des influences, mais après on répercute ça dans l'écriture presque inconsciemment. Enfin, même si on essaie d'améliorer son style, enfin, sa manière d'écrire. Mais faire du style, moi, ça n'a jamais été mon truc, quoi. Ce qui m'intéresse, c'est sur les personnages, justement, les situations, les décors, toutes ces choses qui, du coup, deviennent les éléments constitutifs de toute fiction, quoi, toute histoire, que ce soit justement un roman, une bande dessinée, éventuellement un film. Enfin, mais ce qui m'a beaucoup amusé, enfin amusé, en tout cas ce que j'ai eu envie de faire, c'est de mettre en scène aussi la littérature, enfin en tout cas ou le petit monde littéraire à travers la bande dessinée. Ce qui là pour le coup, je dis ça sans vanité particulière, se faisait pas, quoi. Ça ne faisait pas vraiment. Mais là, il fallait vraiment la complicité du dessinateur, de Floch en l'occurrence, pour arriver à bâtir tout un petit monde avec des personnages venus du monde littéraire. Bon, alors bien sûr, pas de manière très sérieuse, hein, un petit peu quand même avec de la distance, hein, avec un peu d'humour, enfin en tout cas un peu de. Parce que de même que j'ai jamais compris comment on avait pu adapter Proust en bande dessinée, et pourtant ça a été fait avec succès. Hein, oui.
je me suis dit qu'il fallait quand même tenir un peu les distances. Enfin bon. Merci.